Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce mois sur Chérifla Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Dans un contexte malien, comment est-ce que les Maliens perçoivent la célébration de cette journée? Élément de réponse avec Marietou Diallo et Samba Traoré. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. L'alphabétisation est un motif de réjouissance pour l'humanité qui a accompli des avancées spectaculaires en la matière. Le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 millions d'analphabètes. Cependant, l'objectif de l'alphabétisation pour tous, enfants, jeunes et adultes, n'a toujours pas été atteint et reste une cible mouvante. La conjonction d'objectifs ambitieux, d'efforts insuffisants menés en parallèle, de ressources et de stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l'ampleur et de la complexité de la tâche explique vraisemblablement cette situation. La Journée internationale de l'alphabétisation 2020 mettra l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la pandémie de Covid-19 et au-delà, en mettant en avant sur le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Ce thème insistera sur l'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et sera donc principalement axé sur les jeunes et les adultes. Il faut quand même que les gens comprennent que l'alphabétisation est une chose vraiment qu'il faut vraiment encourager. Surtout si la journée mondiale de l'alphabétisation est décrétée pour le 8 septembre. Donc ça doit être quelque chose que nous devons tous faire notre mieux pour qu'on puisse vraiment valoriser cette journée et en plus encourager surtout les femmes à aller à l'école, les jeunes filles, il ne faut pas les ignorer en réalité. Et en ce moment précis, la crise scolaire et sécuritaire, en même temps la crise politique et sociale est en cours. Donc j'interpelle quand même les autorités maliennes ainsi que les enseignants à se mettre d'accord pour que les enfants puissent aller à l'école. La récente crise du Covid-19 a été un rappel brutal de l'écart qui sépare le discours politique et la réalité. Ce fossé existait déjà dans la période pré-Covid-19 et il a un impact négatif sur l'apprentissage des jeunes et des adultes qui n'ont pas ou peu de compétences en lecture et en écriture et qui tendent par conséquent à être confrontés à de multiples désavantages. Pendant la crise du Covid-19, dans de nombreux pays, les programmes d'alphabétisation des adultes ont été absents des premiers plans de la réponse éducative, de sorte que la majorité des programmes d'alphabétisation des adultes qui existaient déjà ont été suspendus. Actualité politique, le mouvement populaire du 4 septembre M4 a organisé ce mardi au boulevard de l'Indépendance un grand meeting de soutien aux forces armées et de sécurité du Mali. Occasion pour les initiateurs d'inviter l'ensemble du peuple malien à accompagner les FAMA dans la conduite de la transition qui constitue une opportunité de poser les jalons de la 4e République. Reportage Ousmane Sogoré, Seydou Niaré et Abdoulaye Sogodogo. C'est par les notes de l'hymne national du Mali que les travaux du grand meeting ont débuté. Organisé par les mouvements populaires du 4 septembre, composé des partis politiques, des associations et des organisations de la société civile, notamment les plateformes, les patriotes, le Mali est pour nous tous et Wati Sera. Le rassemblement vise à un soutien indéfectible à l'endroit des FAMA à travers le CNSP, arrivé au pouvoir le 18 août dernier, suite aux différentes revendications et contestations de l'opposition. Nous, organisation de la société civile, groupement de partis politiques et associations, avons décidé de nous unir au sein du mouvement patriotique et populaire du 4 septembre 2020 MP4 afin d'apporter de façon désintéressée notre contribution au redressement de notre patrie, le Mali, qui a pris un nouveau rendez-vous avec l'histoire suite à la démission de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette démission qui a été précédée de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la dissolution du gouvernement.
Des milliers de personnes qui partagent la même vision que le MP4 sur la gestion de la transition qui fait l'objet de concertations ces temps-ci dans notre pays s'étaient invités avec les pancartes où l'on pouvait lire des slogans comme « Vive l'armée »,« Vive le CNSP » ou encore « Une transition gérée par l'armée ». Toutes choses qui cadrent parfaitement avec les motivations du mouvement populaire du 4 septembre, d'où ces grands meetings. Pour notre part, nous resterons mobilisés, déterminés derrière les forces armées maliennes et leurs partenaires dans la lutte pour la stabilisation du Mali, et demandons à tous les Maliens d'accompagner les femmes dans la conduite de cette transition qui constitue une opportunité de poser les jalons de la 4e République du Mali. C'est pourquoi le mouvement populaire que nous avons initié au nom de l'ensemble du peuple malien a décidé souverainement de soutenir, je dis bien de soutenir le Mali à travers son armée nationale par ce grand meeting patriotique et républicain à cette place historique de l'indépendance. Pour plaider à la faveur du peuple malien, le MP4 a invité les partenaires du Mali à reconsidérer les sanctions qui contribueront à fragiliser les populations déjà souffrantes par les crises multidimensionnelles qui perdurent depuis une décennie. L'embargo décrété par la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, suite à l'intervention du CNSP le 18 août 2020, est pour nous, peuple souverain du Mali, des souffrances de trop. Ces sanctions ne contribuent qu'à fragiliser le pays et auront des répercussions désastreuses pour la bande sahélienne. Nous demandons donc au chef d'État de la CEDEAO, à la communauté internationale, de tenir compte du contexte spécifique du Mali et les invitons à reconsidérer leur position dans la gestion de la crise multidimensionnelle du Mali. A signaler que le MP4 entend entreprendre d'autres mobilisations sur l'ensemble du territoire national dans les prochains jours. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de nos veillants soldats tombés pour la défense de la patrie. Notons que des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre. Nous restons bien sûr au boulevard de l'Indépendance pour suivre à l'instant quelques réactions au micro de Boubacar Traoré et Abdoulaye Sogodougou. Ce meeting est noble, très très noble. Moi je trouve que nous sommes là pour soutenir notre militaire. Parce que les militaires ont évité le bain de sang dans ce pays-là. C'est pour cela qu'on est là, pour les soutenir, pour montrer à l'opinion internationale que le peuple malien soutient leur armée. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Vraiment, ils ont évité beaucoup de choses. Bon, le meeting d'aujourd'hui, c'est vraiment une force pour montrer à la communauté internationale, au peuple malien, leur soutien aux armées maliennes. Nous sommes là pour soutenir l'armée malienne. Nous sommes avec notre armée, on se bat pour eux, on est derrière eux jour et nuit. Nous demandons vraiment à la communauté internationale de laisser l'armée diriger la transition. Je voudrais dire qu'aujourd'hui nous voulons un président militaire pour soutenir vraiment les Maliens, pour que nous puissions vraiment sortir de ces crises-là. Il faut un militaire président. Moi, j'ai passé ma télé pour venir soutenir les armées maliennes aujourd'hui. Bon, donc on est venu ici, le travail que les armées maliennes sont faits, on est content de ça, par rapport à les situations qu'on avait, ça, c'était tellement grave. Donc, Dieu merci aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dès que nous on est venu ici, on est venu pour soutenir les armées maliennes. Assimi Goïta, on est derrière de lui. On est content plusieurs fois. Donc on va dire qu'aujourd'hui, dès que nous on est là ici, on salue tous les Maliens qui sont ici. Les communiqués numéro 011 et 012 du Comité national pour le salut du peuple s'exécutent comme requis au niveau des services concernés, notamment la Direction générale de l'administration des biens de l'État. Anciens députés et ministres du pays s'activent afin de remettre les véhicules de l'État. C'est le constat fait par notre équipe de reportage dans ce dossier que je vous propose de suivre, signé Alhamidou Badini.
Dans ses communiqués en date du dimanche 6 septembre 2020, le Comité national pour le salut du peuple CNSP appelait respectivement l'ensemble des anciens députés et ministres à rendre les macarons ainsi que les véhicules de service de l'État mis à leur disposition. Un processus de réception en cours depuis ce lundi au niveau de la Direction générale de l'administration des biens de l'État. Nous avons préparé des fiches de réception. Donc arrivé, les techniciens sont là, donc ils regardent le véhicule, ils constatent les organes vitaux et ensuite ils renseignent la fiche. La fiche en 2 exemplaires et après avoir renseigné la fiche, celui qui a amené le véhicule constate avec nous ce qu'on a mis dans la fiche. On lui montre s'il est d'accord, nous on signe, lui aussi il signe. Il y a une copie qui est gardée à notre niveau et l'autre copie est donnée à celui qui a amené le véhicule. Depuis cette annonce à la télévision nationale, député de la 6e législature et ancien ministre affiche une bonne collaboration. Le président de la République a démissionné et donc les nouvelles autorités ont demandé à ce que les véhicules de l'État concernant les ministres, les véhicules de l'Assemblée, les macarons et les portatifs, que ceux-ci doivent être déposés au niveau de la DGAB et au niveau de la direction des biens de l'État. Bon, en tout cas, moi personnellement, j'ai été déposer mon véhicule. J'ai également déposé mes portatifs et mes macarons au niveau de ces services indiqués. Les véhicules ainsi réceptionnés au niveau de l'ex-garage administratif sont acheminés au GMS pour stationnement temporaire et dans la plus grande sécurité. Le 7 septembre, Monsieur le directeur général de l'administration des biens de l'État a adressé une correspondance à Monsieur le directeur général de la police. La dite correspondance est relative au stationnement temporaire des véhicules de l'État dans la cour arrière du GMS. Donc, en application à la correspondance envoyée à Monsieur le directeur général, j'ai reçu instruction de prendre toutes les dispositions pour assurer le stationnement des 10 véhicules à l'arrière-cour du GMS. Et toutes les dispositions ont été prises et c'est pourquoi vous avez vu un nombre élevé de véhicules en stationnement à ce niveau. Cette démarche du Comité national pour le salut du peuple trouve un écho favorable auprès des citoyens. C'est une bonne idée, ça doit se faire parce que les V8, les voitures là, ce sont les biens de l'État, ce ne sont pas des biens personnels. Donc si tu ne portes plus, si tu n'es plus ministre, tu n'es plus député, donc c'est normal que tu redonnes à l'État ce qui appartient à l'État. Même sentiment pour les acteurs de la société civile pour qui une telle initiative doit s'étendre à tous les biens mal acquis sur le dos de l'État. C'est très bien, c'est très responsable et nous sommes un pays déjà avec un déficit budgétaire à hauteur de 37,5%. Et à chaque changement de gouvernement, nos ministres ont l'habitude de partir avec les véhicules. Il vous souviendra que pendant les élections 2018, nous avons donné notre opinion par rapport au fonctionnement de l'État. Et nous avons dit, le président qui sera élu, Ibrahim Boubacar Keïta qui est réélu, d'avoir pitié à la population malienne. Nous ne comprenons pas un pays qui a un déficit budgétaire plus de près de 40% et achète des 4x4 de 80 millions. Un ministre se trouve avec 3 4x4 de 80 millions et des budgets de thé. Nom de Dieu. Pourquoi un ministre va rentrer dans une voiture de 80 millions pour travailler pour nous pendant que les enseignants ne sont pas payés, pendant que les docteurs sont en grève, pendant que les magistrats sont en grève? Donc il faut qu'on réduise les trains de vie de tous nos départements. Cette action du Comité national pour le salut du peuple est un gage de son engagement indéfectible au service de la nation, dans le souci permanent de poser les jalons d'un Mali nouveau. Et l'actualité africaine et internationale est commentée par Abdul Karim Sako.
Ouverture mardi devant le tribunal de la Cour pénale internationale de La Haye du procès d'Al-Hassan. L'ancien chef de police islamique est accusé de crimes sexuels et de châtiments corporels dans la ville sanctuaire de Tombouctou. L'homme de 42 ans aura supervisé des amputations et des flagellations alors que la ville malienne était sous le contrôle des polices islamistes en 2012. Al-Hassan est considéré par les procureurs comme une figure clé du système policier judiciaire islamique. L'ancien chef de police islamique qui a choisi de plaider non coupable est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de viol et d'esclavage sexuel. Candidat à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre sous Laurent Gbagbo, a déposé une requête pour faire invalider la candidature du président Alassane Ouattara. Dans cette requête datée du 6 septembre, Pascal Affi-N'Guessan et le Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible M. Ouattara et par conséquent de rejeter sa candidature. Alors que la Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, l'annonce de la candidature du chef de l'État sortant pour un 3e mandat a provoqué des manifestations meurtrières en août. Les partisans d'Alassane Ouattara affirment que le changement de constitution en 2016 a remis les compteurs à zéro, ce que conteste le FPI. Depuis une semaine maintenant, il pleut sans discontinuer sur Ouagadougou au Burkina Faso. Les quartiers font face à un niveau d'eau important. Environ 300 ménages sont sinistrés selon un bilan provisoire de la mairie. Pour le seul week-end dernier, 3 personnes ont été tuées par les eaux de pluie. L'Agence nationale de la météorologie avait annoncé des pluies abondantes durant cette période et les autorités avaient diffusé un communiqué pour prévenir les populations sur les risques d'inondation et les mesures et comportements à adopter en cas de forte pluie. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé mardi un budget de 10 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 15 millions d'euros pour faire face aux inondations qui ont frappé les pays le week-end dernier. Les populations et les responsables de l'opposition ont critiqué la gestion de ces phénomènes récurrents à chaque saison de pluie. Après une réunion de crise mardi avec les ministres concernés, Macky Sall a promis des mesures d'urgence, la poursuite du plan décennal de lutte contre les inondations et appelé ses compatriotes à changer de comportement. Nous sommes dans le cas du dérèglement climatique qui est un phénomène mondial, a expliqué dans un premier temps le président sénégalais. Macky Sall a annoncé que le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau schéma pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler le programme décennal. Les séances de dialogue libyen entre les délégations du Haut Conseil d'État et le Parlement de Tobrouk visant à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin au conflit entre les protagonistes libyens se sont poursuivis mardi au Maroc. Les 2 délégations avaient entamé dimanche des discussions au terme desquelles elles avaient exprimé leur ambition de parvenir à un consensus pour trouver une solution à la crise libyenne et réaliser la stabilité économique et politique de la Libye. Dans son discours, Mohamed Khalifa Nedjim, représentant du Haut Conseil d'État libyen, s'est dit déterminé à obtenir des résultats concrets pour ouvrir la voie à un règlement politique global. Les discussions ont abouti à des compromis importants, notamment l'établissement de normes claires pour éradiquer la corruption et le gaspillage des fonds publics et mettre fin à l'état de division institutionnelle. Au nord-est du Nigeria, des villageois portent le deuil de 10 habitants tués dans des attaques distinctes menées par Boko Haram au nord-est du pays. 4 civils ont été tués dans les villages de Kouroumani et 6 autres dans le camp de Ngwaza. Selon le témoignage d'un réfugié, des hommes sont venus et ont tué 6 habitants du camp des déplacés de Ngwaza. D'autres victimes ont été évacuées par la suite. Beaucoup de femmes ont été enlevées dans la brousse et jusqu'à présent, elles ne sont jamais rentrées chez elles. L'armée nigériane était parvenue à neutraliser 5 terroristes de Boko Haram et secourir 7 villageois. L'insurrection djihadiste a causé la mort de plus de 36 000 personnes et fait près de 3 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Ainsi se referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, à la même heure pour d'autres informations. Ne quittez pas, tout à l'heure à partir de 21h, Fatoumata Yayakane sera là pour la version en langue bamanakan. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.